Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière vidéo sur le système nerveux, aujourd'hui on s'intéresse à la communication entre les aires cérébrales. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la communication entre les aires cérébrales et nous allons voir qu'il existe des voies neuronales spécifiques. Le cortex cérébral est divisé en deux catégories d'aires. Les aires sensorielles et motrices primaires, qui ont pour rôle de traiter les informations sensitives et motrices brutes, qui n'ont aucune fonction d'intégration. Les aires sensitives primaires sont des aires réceptrices, elles présentent donc essentiellement des liaisons afférentes, c'est-à-dire des liaisons qui apportent une information. Alors que les aires motrices sont des aires effectrices, elles présentent donc essentiellement des liaisons efférentes, c'est-à-dire des liaisons par lesquelles une information quitte le cerveau. Les aires associatives, qu'on appelle également les aires secondaires, jouent un rôle dans l'intégration des informations. Elles interprètent les informations des aires primaires avec lesquelles elles communiquent forcément. Presque chaque aire motrice ou sensitive possède une aire associative. Comme vous pouvez le voir ici, les aires associatives occupent chez l'homme la plus grande partie du cortex cérébral. Elles sont essentiellement présentes dans les lobes frontaux et pariétaux. Elles peuvent recevoir des informations de plusieurs systèmes sensoriels simultanément, communiquer entre elles et avec les aires motrices. Il existe donc des voies neuronales qui relient ces différentes aires. Une voie neuronale connecte donc des parties du système nerveux et correspond habituellement à des faisceaux de neurones allongés, isolés par une gaine de myéline et dont les regroupements constituent la matière blanche. Les voies neuronales servent donc à la connexion de zones relativement éloignées du cerveau ou du système nerveux, comparées aux communications locales de la matière grise. S'il y a autant de voies neuronales différentes, on peut s'attendre à trouver des récepteurs et des neurotransmetteurs multiples. Ces voies neuronales sont principalement constituées d'interneurones qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les aires sensitives et les aires motrices. Ces interneurones sont très variés et libèrent donc des neurotransmetteurs différents, dont l'effet au niveau des synapses ne sera pas le même, soit inhibiteur, soit excitateur. Le neurone postsynaptique a un rôle intégrateur. Il reçoit des messages chimiques qu'il intègre pour créer un seul message nerveux électrique. Pour cela, sa membrane est dotée de récepteurs différents, spécifiques des différents neurotransmetteurs. Une dizaine de neurotransmetteurs différents interviennent dans la communication entre les aires corticales. Parmi eux, on trouve la dopamine associée à la sensation de plaisir. Elle est aussi associée à la régulation du mouvement. Ce neurotransmetteur a un effet excitateur. La sérotonine, régulatrice de l'humeur, ainsi que des cycles veille-sommeil, a un effet inhibiteur ou excitateur selon les neurones postsynaptiques stimulés. L'acétylcholine intervient au niveau de la jonction neuromusculaire, mais aussi dans le cerveau, dans l'apprentissage et la mémorisation, mais aussi dans l'éveil, l'attention, la colère, l'agression, la sexualité et la soif. Ce neurotransmetteur a un effet excitateur. On peut citer également le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur très répandu dans les neurones du cortex. Il contribue au contrôle moteur, à la vision et à plusieurs autres fonctions corticales. Il régule aussi l'anxiété. Ce neurotransmetteur a un effet inhibiteur. Enfin, on va citer le glutamate, neurotransmetteur excitateur le plus répandu du système nerveux central. Il intervient dans le circuit de la récompense, dans les fonctions cérébrales d'apprentissage et de mémorisation. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur un récepteur dont le nom rappelle la molécule qui lui est complémentaire. Le nom du récepteur est en général constitué du nom du neurotransmetteur et du suffixe ergique qui signifie « est activé par ». Ainsi, le neurotransmetteur de type dopamine va se fixer sur un récepteur dopaminergique. Pour la sérotonine, c'est le récepteur sérotoninergique. Pour l'acétylcholine, c'est le récepteur cholinergique. Pour le GABA, c'est le GABAergique. Et pour le glutamate, c'est le glutamaergique. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous rajoutez ergique. Tous les neurones n'expriment pas les mêmes récepteurs. Certains ont presque exclusivement des récepteurs dopaminergiques. D'autres sont purement sérotoninergiques. Enfin, certains neurones ont un mix de différents récepteurs. Ainsi, certains neurorécepteurs vont agir sur certaines régions du cerveau où leurs récepteurs sont nombreux, mais n'auront pas d'effet dans les régions appauvries en leurs récepteurs. Les effets du neurotransmetteur dépendent donc de la localisation des récepteurs. Il existe deux grandes catégories de récepteurs, les récepteurs ionotropes et les récepteurs métabotropes. Voyons comment ceci fonctionne et commençons par les récepteurs ionotropes. Un récepteur ionotrope est une protéine membranaire qui ouvre son canal ionique grâce à la liaison d'un neurotransmetteur ou messager chimique sur un site de fixation extracellulaire.
Ces récepteurs sont généralement sélectifs à un type d'ion tel que le sodium, le potassium, le calcium ou le chlore. Ce type de récepteur est souvent constitué de 4 ou 5 unités protéiques distinctes qui traversent la membrane plasmique et forment le canal ionique. En l'absence de neurotransmetteur, ce canal est fermé et c'est la fixation du neurotransmetteur sur les sites spécifiques du domaine extracellulaire du canal qui entraîne un changement de conformation des sous-unités, c'est-à-dire une légère torsion de celle-ci, et qui, en quelques microsecondes, provoque l'ouverture du canal et le passage des ions. Pour être à nouveau excitable, il devra donc d'abord y avoir une élimination du neurotransmetteur et un retour à la conformation initiale. Ces récepteurs sont à l'origine d'une réponse rapide, 1 à 2 millisecondes, et très brève, quelques dizaines de millisecondes maximum. La nature des ions qui traversent le canal influence la fonction du récepteur ionotrope. Si les canaux ioniques ouverts par le neurotransmetteur sont perméables aux ions chlore, l'effet sera l'hyperpolarisation de la cellule postsynaptique. Cet effet tend à éloigner le potentiel membranaire du seuil de déclenchement des potentiels d'action. Il est donc dit inhibiteur, on parle de PPSI ou potentiel postsynaptique inhibiteur. On peut citer en exemple donc l'activation des récepteurs du GABA de type A précisément, produit principalement par les interneurones cérébraux et les neurones du cervelet. Si les canaux ioniques ouverts par les neurotransmetteurs sont perméables aux ions sodium, potassium ou calcium, l'effet sera donc une dépolarisation. C'est le cas par exemple pour le récepteur ionotrope sérotoninergique de type 5-HT3. La fixation de sérotonine à son récepteur ionotrope provoque une entrée importante de charge positive dans la cellule, ce qui sera à l'origine d'un PPSE ou potentiel postsynaptique excitateur. Ce récepteur 5-HT3 est retrouvé dans la région du cerveau nommée CTZ pour Chemioreceptive Trigger Zone et il déclenche le réflexe nauséeux. Voyons maintenant le fonctionnement des récepteurs métabotropes. Les récepteurs métabotropes sont des récepteurs sans canal ionique intégré qui utilisent un intermédiaire chimique pour activer le canal ionique situé à proximité. Les plus connus sont les récepteurs liés à une protéine G. Ce sont des récepteurs membranaires constitués de 7 hélices transmembranaires connectées par 3 boucles extracellulaires, E1 à E3, et par 3 boucles intracellulaires, I1 à I3. La liaison du neurotransmetteur sur la face extracellulaire du récepteur permet l'activation au niveau intracellulaire des protéines G liées à ce récepteur. La protéine G est une protéine qui participe au mécanisme de transduction du signal car elle permet le transfert de l'information à l'intérieur de la cellule. Elle est appelée ainsi car elle utilise l'échange de GDP en GTP comme un interrupteur moléculaire pour déclencher ou inhiber des réactions biochimiques dans la cellule. La protéine G, une fois activée, agit à son tour sur différents effecteurs cellulaires à l'origine de la libération d'une molécule intermédiaire dans le cytosol de la cellule. Ce second messager sera à l'origine d'autres réactions en cascade responsables du changement de conformation spatiale d'un canal ionique. Ces récepteurs sont donc relativement lents dans le sens où ils mettent du temps à réagir à la fixation d'un neurotransmetteur. Ils sont utilisés pour des réactions relativement lentes qui vont durer de l'ordre de la seconde, de l'heure ou de la journée pour les plus lents. On peut citer en exemple le récepteur 5-HT1A sensible à la sérotonine. La sérotonine va se fixer sur son récepteur 5-HT1A qui va alors subir un changement de conformation à l'origine de l'activation de la protéine G. Celle-ci va inactiver une enzyme, l'adénylate cyclase membranaire, qui synthétise l'AMPC ou adénosine 3'5' monophosphate cyclique. L'AMPC, produite à partir d'adénosine triphosphate, est considérée comme un second messager. En temps normal, elle active une protéine kinase qui, en phosphorylant le canal ionique, modifie son activité et le maintient fermé. Ainsi, la diminution de la concentration en AMPC induit une inactivation de la protéine kinase, ce qui provoque une ouverture du canal potassique et une sortie des ions potassium. La sortie de ces ions positifs augmente la charge négative intracellulaire et provoque donc une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. La sérotonine, en activant donc ses récepteurs cérébraux 5-HT1A, joue ainsi un rôle inhibiteur. S'il existe donc différents récepteurs, il existe également des sous-récepteurs. En effet, chaque neurotransmetteur exerce son action en se fixant à des récepteurs spécifiques. En général, 2 neurotransmetteurs ne se lient pas au même récepteur. Cependant, le même neurotransmetteur peut se fixer à plusieurs types de récepteurs. Par exemple, un récepteur ionotrope et un récepteur métabotrope. Chacun des récepteurs auxquels s'associe un neurotransmetteur constitue donc un sous-type de récepteur. Par exemple, pour l'acétylcholine,
On distingue un récepteur ionotrope, appelé récepteur nicotinique car il fixe également la nicotine, et un récepteur métabotrope, appelé récepteur muscarinique, parce qu'il fixe une molécule provenant d'un champignon vénéneux qu'on appelle la muscarine. Ces deux sous-types de récepteurs sont présents dans de nombreux organes, dans le système nerveux végétatif pour le récepteur muscarinique et au niveau du système nerveux central pour le récepteur nicotinique.